Oui, bonjour à tous. Content de vous retrouver pour ce webinaire qui va essayer de vous aider à zester votre entreprise. Et c'est une de mes thématiques, on va dire, un peu favorites. C'est un petit peu un marronnier, un totem qu'on essaye de bouger chez Zest de plus en plus, qui est l'entretien annuel d'évaluation de la performance. Donc c'est vraiment ce sujet que nous allons adresser. J'espère que vous allez bien en ces périodes toujours un peu compliquées. Voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à utiliser la fonctionnalité chat pour échanger, me dire d'où vous êtes, partager ça, et puis bien entendu poser des questions. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau, mais de toute façon, je ferai une vérification à la fin pour n'oublier personne. Donc voilà, je suis David Yocho, donc directeur général de Zest, et très content de vous accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Zest, rapidement, quelques informations. On est 25, très engagés. Vous avez là notre score d'engagement, bien sûr mesuré par Zest, puisque notre fonctionnalité, notre solution est là pour justement être au service des équipes et du business. Donc concrètement, on écoute les collaborateurs, on vous aide à écouter les collaborateurs, à créer des rituels de management et à développer une culture de partage. Tout ça pour effectivement réduire le surstress particulièrement important en ce moment, les départs subis des talents qu'on voudrait garder, les freins à la transformation un peu continue que l'on est obligé de faire tous, et puis augmenter les effets positifs, hein, la motivation, la meilleure exécution de la stratégie et la résilience, en particulier en ce moment. Voilà, on est très heureux d'avoir pas mal de clients, plus de 120, des secteurs très différents, des tailles très différentes. Et donc, c'est en ça que la solution Zest est particulièrement intéressante. Elle s'adapte à tous les contextes avec un Net Promoter Score supérieur à 40 qui est plutôt très positif. Et on en remercie encore grandement nos clients. Voilà. Vous savez maintenant un peu plus qui nous sommes. Je vous propose de traiter ce sujet. Alors, comme je vous l'ai dit un peu en intro, c'est un sujet qui m'est assez cher et dont la situation, vous savez, le concept de la transformation, de la gestion du changement autour de la Burning Platform. Hein, il y a cette plateforme du changement qui doit vraiment prendre feu, entre guillemets, pour que l'organisation bouge. Là, je crois qu'on y est vraiment, 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 vraiment. Et ça va être ma première partie introductive. Après, je vais bien entendu vous présenter quelques cas très concrets, des retours d'expérience qui devraient vous intéresser, qui illustrent ces transformations. On essaiera de prendre un peu de recul sur quelles sont finalement les bonnes pratiques de cette transformation, hein, de cette remise en cause, amélioration des entretiens, en tout cas de ces rituels de management. Et puis, on finira par une présentation assez concrète de comment le mettre en œuvre très rapidement. Voilà, donc tout un programme. On y va. La Burning Platform, effectivement, si on regarde un peu à tous les étages de cette pratique des entretiens annuels qui est quand même hyper déployée, hein, je pense que c'est depuis des décennies la pratique RH orientée ou qui est utilisée par tout le monde dans management, management de proximité, collaborateurs. Eh bien, c'est la pratique la plus répandue. Et elle est à la base de beaucoup de décisions, beaucoup de suivi derrière. Alors le problème, c'est que, et c'est pas des moindres, c'est que les collaborateurs comme les managers et les RH ne sont pas satisfaits finalement de cette pratique pour des raisons différentes, mais qui convergent, qui sont finalement son utilité, son ratio, effectivement par rapport au temps qu'on y passe, même si c'est qu'une fois ou deux fois par an si on fait des entretiens à mi-année en plus. Donc il y a vraiment un constat assez puissant quand même d'insatisfaction sur ce qui est, faut le dire, une pierre assez fondamentale des fondations de la politique RH, hein, du dispositif et de l'offre RH et donc quelque part de l'expérience collaborateur. Et c'est particulièrement important parce que ce n'est pas simplement une perte de temps qui peut, selon Gallup, dans une entreprise de 10 000 personnes, coûter jusqu'à 30 millions d'euros de temps perdu, mais ça peut aussi avoir des effets néfastes, toxiques entre guillemets, avec de la démoralisation du côté des collaborateurs, du stress des deux côtés, y compris du manager, tout ça pour une utilité qui est basse. Donc il est vraiment cette Burning Platform, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est là depuis longtemps. Je pense pas que c'est forcément une totale surprise pour vous.
Mais voilà, et encore trop peu d'entreprises semblent l'avoir complètement, non pas forcément, et on va en parler, éradiqué, parce que c'est pas forcément le but et la finalité, hein. Il faut voir que l'entretien d'évaluation annuelle a quand même quelques fonctions intéressantes, hein, sur ce côté effectivement balise un petit peu annuel, et pour pouvoir irriguer des processus qui eux-mêmes sont annuels et éventuellement ont des conséquences qui sont aussi importantes que la promotion, la rémunération, par exemple. Voilà, pour autant, ça ne peut pas être considéré comme le principal rituel RH entre le manager et l'entreprise et le collaborateur dans l'entreprise. Alors, effectivement, en plus, avec ce qui nous est tombé dessus depuis 6 mois, un peu plus, est-ce que cette plateforme, finalement, elle brûle encore plus? Eh bien, j'ai envie de dire oui, et elle crée ce sentiment d'urgence de cette transformation. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui, très honnêtement, qu'une organisation peut tranquillement, entre guillemets, continuer juste avec des entretiens annuels. Et donc, c'était un vrai appel, on va dire, à l'action que le contexte nous impose. Il y a des incertitudes, il y a du surstress, il y a une quête de sens, donc autant de sujets qu'on va pas attendre effectivement de discuter. Donc là, qui ont une particulièrement critique, ils sont particulièrement critiques en ce moment. C'est aussi la distance, hein, qui se crée avec le télétravail, parfois même l'isolement. Hein, je lisais un article hier qui m'a complètement ahuri d'Airbus, où il y aurait 4000 collaborateurs chez Airbus qui auraient entre guillemets disparu des radars pendant plusieurs mois. Et puis tous ces phénomènes enfin tout ce contexte a généré énormément de transformations, d'accélération. On a parlé d'accélération du digital. Il y a même des pivots dans les entreprises pour se réinventer. Celle qui ne peut pas ouvrir suffisamment les magasins crée des productions qui, par exemple, sont vendues via le digital, et parfois, y compris dans ce contexte, hein, on a des clients comme Chantel qui ont fabriqué des masques et qui fabriquent des masques concrètement. Donc tout ça crée un supplément, on va dire, de nécessité, de besoin, d'urgence, de revoir cette conversation managériale où justement le collaborateur et le manager vont pouvoir se synchroniser et s'entraider quelque part pour répondre à ce contexte et atteindre les objectifs et exécuter quelque part la stratégie qui a beaucoup bougé. Alors, ça c'était un peu l'élément un peu de contexte que je voulais un peu de diagnostic. N'hésitez pas à réagir si vous avez d'autres éléments un peu à partager sur ce diagnostic. Mais en gros, l'idée est celle-ci. On a l'entretien annuel qui est le pilier de la politique RH, donc le plus ancien, parfois, enfin, et souvent via la convention collective obligatoire, et une insatisfaction et une utilité qui est justement pas du tout au regard de cette pratique très répandue et voire obligatoire. Et donc on ne peut pas s'en contenter. Et le dernier point, c'est de dire que la situation d'aujourd'hui, et c'est pas fait pour changer, hein, c'est pas qu'une question liée à la Covid, ça va être la transformation du monde, hein, cette espèce d'accélération dans les transformations, dans les événements, dans la nécessité de s'adapter, et puis dans la nécessité de répondre aux attentes des collaborateurs qui a pu évoluer avec la crise, hein, et notamment par rapport à l'autonomie dans les situations de télétravail, mais pas seulement, avec cette quête de sens, avec cette nécessité aussi d'impliquer les premières lignes des collaborateurs. Il faut voir que c'est un point que j'ai pas mentionné, mais que dans les pratiques de l'entretien annuel, souvent les populations, on va dire de première ligne, sont moins bien équipées que les fonctions un peu plus sédentaires et qui voilà, bénéficient en particulier davantage de solutions de type SIRH. Donc il y a vraiment là un espèce d'appel à la transformation qui me semble important. Et n'hésitez pas à partager si vous n'étiez pas d'accord. Je serais ravi qu'on ait un échange sur les arguments, bien entendu, que vous pourriez avoir. C'est notre conviction. Alors, face à cette transformation nécessaire et urgente, ce qui est intéressant, c'est que il y a
plein de pionniers et ça date pas d'hier. Des organisations ont, il y a quelques années, beaucoup communiqué, des cabinets de conseil en particulier, communiqué sur l'abandon de l'entretien d'évaluation annuel. Donc c'est pas un sujet qu'on a sorti comme ça pendant le Covid, la Covid, mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance et qui certainement arrive à une phase de maturité et d'impératif comme je l'évoquais. Et donc on est tous quelque part en situation d'être des pionniers de ces transformations qui va toucher la manière dont l'organisation est managée tout simplement pour la rendre plus performante économiquement par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à l'agilité qu'elle va avoir vis-à-vis de la satisfaction de ses clients, mais aussi plus épanouissante, plus sécurisante dans certains cas par rapport à ses talents, ses collaborateurs qui la constituent. Donc la bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a avec cet appel à transformation de nombreux cas qui peuvent être inspirants, des échanges de bonnes pratiques qui peuvent être faits. Eh bien, on va y contribuer maintenant dans cette deuxième partie. Alors, ce qui est intéressant pour commencer, parce que je vous propose en tout cas, c'est de pouvoir constater que, alors attendez, hop, je passe le slide, que nous-mêmes, en tant qu'organisation, je vous rappelle, 25 talents, eh bien, on s'applique, on va dire, cette transformation que l'on accompagne avec notre produit, notre solution que nous concevons et que nous vendons. Alors, Zest, rapidement, c'est 25 collaborateurs. C'est bien entendu très à l'aise avec le télétravail avant, mais ça s'est nettement augmenté avec le temps, puisqu'on avait à peu près 2 tiers des effectifs qui étaient, on va dire, sur Paris ou la banlieue parisienne. Et donc, la règle, c'était en gros, la pratique, puisque c'était très, très lié à l'autonomie des collaborateurs, c'était plutôt d'être au bureau 3, minimum, certainement 4 jours au moins, voire 5 jours par semaine, parce qu'il y a une culture très très forte et une envie de participer et de d'échanger en live, en physique. Et c'est vrai que le confinement, la Covid a développé la part du télétravail qu'on a tout à fait laissé, bien entendu, se développer. Donc, on est vraiment certainement sur des ratios inversés. Et donc, ça a quelque part aussi changé nos pratiques de management. Ça les a fait évoluer. On avait une culture très très forte, et c'est souvent le cas dans des entreprises à taille humaine, et on y attache beaucoup d'importance en plus chez Zest. Et c'est aussi l'adaptation des entretiens annuels, pour revenir sur le sujet. Eh bien, c'était quelque chose qu'on avait déjà engagé depuis 4 ans chez Zest, donc quasiment à la création, puisque la société a été créée en 2015. C'est qu'en gros, il n'y a pas d'entretien annuel chez Zest. Voilà, il y a une succession d'entretiens. Il y avait une pratique des points réguliers mensuels qui était déjà en place avant la Covid. Il y avait une quinzaine de questions, un petit peu moins, qui permettait de couvrir l'ensemble des sujets, et c'était basé sur une pratique qui avait été inspirée de Decathlon, qui est un de nos clients. Je vais y revenir après, puisque on avait eu un partenariat qui nous a permis effectivement de reprendre leur pratique dans notre solution pour remplacer un des outils qu'ils utilisaient. Et donc clairement, il y avait en gros trois grands chapitres, un chapitre sur le ressenti, un chapitre sur la compétence, le développement de la compétence, un chapitre bien entendu sur la performance et sur le niveau de contribution du collaborateur, sur lequel il y avait une conversation qui était mensuelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec à la fois la Covid, le confinement, un certain nombre de transformations, mais aussi le fait que notre solution ait évolué et permis une nouvelle chose. Eh bien, et le retour d'expérience que l'on avait, on est passé depuis le début de l'année à 2 rituels distincts. Et je pense que c'est une pratique sur laquelle ça peut être intéressant d'échanger pour vous. C'est dire finalement, on peut pas tout faire dans ce point régulier mensuel. C'est-à-dire que ça devient un peu un gros sujet, et on s'était rendu compte que ça faisait beaucoup et qu'il y avait une espèce de monotonie, parce que finalement, on traitait des sujets sur lesquels on pouvait pas forcément agir non plus à un rythme mensuel. C'est la même chose d'ailleurs sur les sondages. Ça sert à rien de sonder l'entreprise sur des choses que vous pourrez pas changer aussi rapidement. Donc, il faut pouvoir adapter ce qu'on mesure à la capacité à le faire évoluer et à le transformer. C'est le cas pour les entretiens. Et donc, on est passé finalement, on a scindé les deux en deux ce rituel de points réguliers.
d'un côté le point mensuel qui est vraiment adapté à notre rythme de business, hein, et donc avec un focus tout simplement business, avec la prise en compte du ressenti, c'est-à-dire qu'en fait c'est bien les deux choses qui évoluent très rapidement, sur lequel et qui sont très très impactantes pour l'engagement du collaborateur, pour sa performance tout simplement. C'est qu'est-ce qu'il ressent par rapport à l'entreprise, et où est-ce qu'il se situe dans le succès par rapport aux objectifs. Alors nous, on a déployé la méthode des objectifs key result, hein, OKR, qui est une méthode très développée, très répandue dans les organisations agiles et en particulier les startups, qui permet voilà tous les trimestres, tous les mois, de pouvoir suivre des objectifs avec des alignements, avec de l'entraide entre les personnes et les équipes. Voilà. Donc le point mensuel, focus, comment tu te sens dans l'entreprise, et concrètement les questions c'est comment est-ce que tu es satisfait de travailler chez Zest, est-ce que tu as confiance dans l'atteinte des objectifs du trimestre, donc ce qui est un élément de management très 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 important, et puis une discussion sur les objectifs et sur comment le collaborateur peut aider le manager pardon peut aider le collaborateur à être plus performant. Donc il y a une posture de manager coach qui est ritualisée, où tous les mois on se pose sur la table, et autour de la table ou à distance, et on dit comment je peux t'aider pour réussir effectivement davantage chez Zest à atteindre ses objectifs. Et puis un point semestriel sur le développement des compétences. Donc on a sorti quelque part les compétences de ce rituel mensuel qui nous semblait beaucoup plus adapté à comment nous on pouvait en tout cas gérer les compétences, avec le sujet de la carrière. Donc à la fois le plan de formation, le diagnostic sur les compétences à acquérir, et le point sur les compétences qui étaient un peu dans le portefeuille à acquérir, et puis une discussion sur la carrière, sur la mobilité souhaitée, sur la projection un petit peu sur le futur. Donc on va bien au-delà de l'entretien professionnel, c'est-à-dire qu'on n'attend pas 2 ans pour le faire, c'est vraiment une discussion semestrielle qui pour nous est importante. Donc voilà, donc comme on dit, on mange notre propre nourriture, hein, celle qu'on vend. Il y a une phrase un peu anglo-saxonne là qui dit que, ou on peut dire que le cordonnier est le moins bien chaussé en français, et donc ça c'était important pour moi de le partager aujourd'hui. Autre retour d'expérience à partager, c'est Decathlon, que j'évoquais tout à l'heure, avec qui on a eu une relation un peu particulière de partenariat il y a déjà quelques années. Et là, je voudrais illustrer en fait que comment ça, dans les grandes lignes, comment ça se passe sur des magasins de Decathlon. Donc vraiment des magasins qui sont très autonomes, hein. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'autonomie donnée, une culture de l'autonomie très très forte chez Decathlon. Euh, Ce rituel de management, c'est-à-dire de faire le point entre le manager et les équipiers, est peut-être le seul management, enfin rituel RH de management obligatoire, d'accord. Et chacun va, bien entendu, par cette autonomie, l'adapter en fonction de ce qu'il souhaite. Et ça, c'est un élément intéressant, c'est-à-dire que dans une organisation, on peut aussi dire, il n'y a pas qu'une façon de faire ce rituel, cet entretien. Et on n'est pas obligé d'imposer un template. J'ai fait des déploiements mondiaux sur des populations de 100 000 personnes de gestion de la performance il y a quelques années, une petite dizaine d'années, un peu moins. Eh bien, c'était le grand template qui s'imposait à tout le monde, quelle que soit quelque part son activité. Et c'est clair que entre une fonction siège de R&D et une fonction en magasin, on peut imaginer qu'il y a des très grosses différences, ne serait-ce que de la capacité à pouvoir le faire, pas seulement sur les sujets. Voilà, on n'a pas d'ordinateur, donc là, clairement, typiquement, ça se matérialise par une très très forte utilisation de l'application mobile Zest. Et donc on a aussi des trames qui sont adaptées et qui sont des discussions managériales. Ça participe aussi à l'appropriation par les équipes du magasin. Et donc on voit là en comparaison, alors il y a bien sûr il y a des similitudes, hein, entre deux magasins. Voilà, vous en avez deux, plus ou moins avec plus ou moins de questions, avec un chapitrage plus ou moins différent. On tourne souvent, hein, et
c'est aussi ces fondamentaux RH qui sont aussi garantis quelque part pour qu'il y ait un traitement équivalent malgré les approches qui sont adaptées. Eh bien, c'est qu'on traite les ressentis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez Decathlon, hein, c'est de pas être que dans une discussion entre guillemets de commande-contrôle, mais dans une posture de coach. Et donc, l'émotion, le ressenti, les interrogations, ce qui est important, fait partie de cet échange, puisqu'on sait que c'est clairement des choses qui vont contribuer au reste, de la collaboration avec le collaborateur. Et puis, il y a évidemment à la fois le côté compétences, développement et bien entendu le côté de performance. On a des rituels qui sont différents. Il y a des magasins qui font des points, par exemple le point A est plutôt un point qui est mensuel et le point B, ce qu'ils appellent le 3+1, c'est des points trimestriels avec donc un par trimestre, donc 3, et puis le dernier a une connotation un peu particulière puisque c'est celui qui est l'entretien annuel en fait. Voilà. Et donc on est sur des points trimestriels. Donc point mensuel, point trimestriel, avec intégration de l'entretien annuel dans ce rituel. Voilà, donc ça c'est le deuxième cas que je voulais évoquer avec vous. Je vais vous parler d'un troisième cas dans un secteur très différent, qui est plutôt, on va dire, industrie, plutôt IT en l'occurrence. Là, c'est notamment les équipes IT d'EDF. Alors, je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin c'est de consulter et de voir le webinar que j'ai fait avec Julien, qui est très inspirant et très concret hein, sur comment ça s'est passé chez eux. Alors là, ce qui est intéressant, aussi, c'est qu'on est dans vraiment une initiative de managers et de collaborateurs. Donc, on est dans une approche pour compléter le dispositif qui a ses limites d'entretien d'évaluation, qui est géré globalement au sein d'EDF avec un SIRH et une approche qui est complètement, bien entendu, pilotée par la fonction RH, ce qui est tout à fait légitime. Et il y a une part d'autonomie, on va dire, que le management de cette entité a pris pour et vient de manière un peu bottom-up définir le complément à l'entretien annuel régalien qui reste toujours. Dans les règles du jeu de cette pratique d'entretien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion d'autodéfinition des objectifs, c'est-à-dire que c'est le collaborateur qui propose ses objectifs. Alors bien entendu, il y a un cadre qui est donné, mais c'est lui qui est l'acteur, on va dire vraiment de la définition de ses objectifs. Le manager, bien sûr, va réagir. Et d'ailleurs, c'est un autre point qui est intéressant dans leur pratique, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul manager, c'est une espèce de binôme de management. Ils ont à la fois un manager et un manager adjoint. Ils se répartissent un petit peu les activités, les prérogatives de management pour pouvoir être en mode effectivement manager coach avec de la hiérarchie, mais aussi de l'appui un peu plus sur le développement, sur la montée quelque part en succès d'un collaborateur sur sa trajectoire aussi. On est dans une pratique aussi qui est intéressante, je trouve, qui montre que tout est possible dans le rythme, dans l'adaptation. C'est que ces points sont mensuels, donc le rituel qui est utilisé via Zest, effectivement avec la trame qui est toujours la même et est lancée tous les mois. Donc chaque mois on fait le point avec une collaboration. Je reviendrai concrètement comment ça se passe plus tard. Mais des fois il n'y a pas besoin de se voir, on va dire. Et donc c'est là qui est intéressant de voir le côté asynchrone de l'échange, on n'est pas obligé d'avoir cette discussion synchrone systématiquement. En tout cas chez eux, ils font comme ça. Tous les 2 mois, il y a au moins un entretien. C'est-à-dire qu'en gros, un point sur deux est sujet à cet entretien, alors à distance ou physique, mais synchrone. Par contre, si c'est normal, c'est OK que l'un des deux points ne nécessite pas éventuellement d'avoir un rendez-vous particulier dédié, puisque les choses, on va dire, sont faites en mode asynchrone et il y a une conversation qui est faite via la plateforme. Voilà. Et ce qui est intéressant dans les retours d'élèves, de Julien, c'est que l'utilité de ce rituel a été renforcée par le contexte et notamment avec ce télétravail qu'on évoquait tout à l'heure.
Voilà. Alors voilà, c'était trois exemples qui je trouve voilà éclairent bien sur différentes facettes de cette transformation possible avec hein, je vous dis cette nécessité de transformer. Je vais regarder si vous avez éventuellement des questions. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions pendant cette séquence, hein, enfin pendant ce webinaire. Hein, c'est fait pour ça. Donc just do it. Ok, donc je vois pas de questions particulières, donc je vais tout simplement continuer. Sur ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on le voit avec EDF, avec Decathlon et bien d'autres, c'est que on a quelque chose qui est une transformation positive en fait. On travaille sur non pas sur imposer des choses qui seraient de la compliance, qui seraient voilà de la conformité, voilà inutile pour les premiers intéressés. Non, non, on est en sens inverse. On est vraiment dans une posture de business partner pour la fonction RH qui est de dire bah ok, je vous mets à disposition finalement ou je vous accompagne, je vous aide dans la mise en place de process, d'itération, de conversations continues, de rituels qui vont vous aider à vous pour manager vos collaborateurs au rythme du business, qui vont vous aider vous collaborateurs. Et donc c'est pour ça que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, que c'est une opportunité qui est très intéressante et nécessaire. Alors il y a des statistiques qui montrent que effectivement tous ceux qui ont transformé, ça ne veut pas dire forcément remplacer, hein, mais par exemple, ça peut être compléter l'entretien d'évaluation annuel, ont constaté un meilleur niveau d'engagement à une très très large majorité. Et puis la bonne nouvelle, c'est que voilà, ce que je vous dis, c'est pas sorti de ma tête hier matin. C'est quelque chose qui est déjà bien identifié. Par contre, le passage à l'action est peut-être parfois plus délicat. C'est que la majorité, la très grande majorité des grands groupes, en tout cas, ont prévu de le revoir si ce n'est pas déjà fait. Donc, et ça, c'est clairement une opportunité pour les RH de renforcer leur côté business partner en plus de leurs fonctions régaliennes hein, de conformité et d'assurer qu'un certain nombre de processus, on va dire, experts, spécialisés, à forte, on va dire, teneur RH, qui sont souvent des processus qui vont amener à des comités carrières, à des prises de décision parfois réglementaires. Et bien sûr que ça soit complété par rapport à ces différentes pratiques qu'on a vues très concrètement. Voilà. Alors, ce que je vous propose dans cette troisième partie, après avoir parlé du diagnostic, parlé des exemples concrets de transformation, je vous propose de prendre un petit peu de recul et puis de se dire, bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire finalement, un petit peu les possibilités, le questionnement de ces nouvelles pratiques, de cette nouvelle bonne pratique qui est là pour soit remplacer, soit compléter l'entretien d'évaluation annuel. Je propose de reprendre la promesse qui est transformons vos entretiens d'annuel d'évaluation de la performance vite, et puis on va voir chacun de ces composants. Alors, sur la notion d'entretien, c'est clair que si vous êtes dans un entretien annuel très formel, très avec des conséquences aussi importantes que par exemple le calcul du bonus, la promotion, voilà le ranking pour être au potentiel ou je sais quoi, vous avez une espèce de chape qui va se mettre en plus du stress que ça peut d'avoir une seule fois entre guillemets de jouer en gros en une seule représentation. Du coup, ça ne permet pas un vrai échange. Et ce qui est vraiment important dans le design finalement, dans la réflexion que vous avez sur ces rituels, sur ces entretiens managériaux, c'est que vraiment ça passe par un vrai échange. Et c'est pas le fait de dire que ça se fait physiquement, parce que l'entretien d'évaluation annuelle, il se fait physiquement, et pour autant, c'était pas un vrai échange à chaque fois, loin de là. Et donc, il faut designer et s'assurer que c'est un vrai, que ça va être, on va dire, positif pour créer un vrai échange, un vrai dialogue avec le collaborateur. Et ça, pour que ça soit un vrai dialogue, il faut aussi, et c'est clair, que ça soit plus simple. J'ai travaillé sur des projets où on arrivait à des formulaires d'entretien d'évaluation annuel qui faisaient
faisait 10 pages. Voilà, et vous imaginez bien que ça va ni être très court, ni être très quali sur chacun des points. Donc, il faut concevoir que dans votre entretien et donc dans la trame de cet entretien, il y ait de la place à la simplicité. C'est ce qu'on a fait nous, par exemple, hein, en divisant ce point et toutes les thématiques en 2 rituels distincts avec des rythmes différents. Et puis le dernier point, enfin qui est conjoncturel, mais qui va être structurel, je pense, pour une grande part en tout cas de ceux qui peuvent télétravailler, c'est de dire que aujourd'hui, dans le monde de l'à peu près ou de l'après, l'asynchrone, la conversation managériale, asynchrone et à distance, c'est OK. Comme je vous l'ai dit, l'entretien one-to-one physique dans un bureau fermé, c'est pas une garantie que ça se passe bien. Et deux, les contraintes font que c'est nécessaire. Voire même, et il y a certaines études ou certains retours d'expérience qui ont montré que le fait d'être asynchrone et à distance permet de libérer plus quelque part la parole et donc de pouvoir avoir des échanges qui sont plus qualitatifs dans ce moment d'entretien qui peut être systématique avec la préparation. C'est ce qu'on voit par exemple chez S ou si c'est nécessaire avec une valise un peu de secours dans le cas d'EDF par exemple. Autre élément, bien sûr évident, c'est ce caractère annuel ou même biannuel qui est, mais complètement décalé. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu, c'est même pas faire du design thinking que de constater que discuter d'objectifs une fois par an, c'est dans le monde d'aujourd'hui et il y a déjà quelques temps, c'était se dire ouais bon, cet objectif il a un petit peu évolué, il est plutôt trop pertinent, voilà, et d'être dans ce genre de d'obligation de rentrer dans une espèce d'exercice presque artificiel. Donc le plus simple, c'est dans votre design de partir du rythme du business. Si vous êtes sur des clôtures, par exemple avec des équipes sales trimestrielles, il faut faire au moins des points trimestriels, peut-être même mensuels, pour assurer le succès du closing à la fin de trimestre. Donc c'est d'augmenter la fréquence, bien entendu, et pas de la finalement quelque part de la définir de manière docte avec une approche purement RH, mais de la connecter à la réalité business. Voilà. Et pourquoi pas faire des points toutes les 2 semaines si vous êtes en sprint agile toutes les 2 semaines, par exemple. Alors l'évaluation, bah oui, c'est un peu l'histoire du command control, quoi. Il faut voir que pour moi l'entretien d'évaluation annuelle, c'est un peu le manager qui attend la fin du championnat de l'année, hein, de foot par exemple ou de n'importe quel sport, et attend la fin et puis il sanctionne en disant bah voilà t'es classé combien, voilà que ça. C'est clair que le rapport par rapport à cet exercice, je dis pas qu'ils ne se parlent pas entre temps, bien entendu, mais quelque part, l'entretien annuel cristallisait cette posture et cette relation. Et donc, pas du tout, on peut pas imaginer qu'un coach attende la fin du championnat pour pouvoir faire le débriefing à ses équipes et les aider à progresser pour l'année prochaine. Non, c'est vraiment quelque chose qui est, les entretiens sont là pour aider, pour évaluer, mais pas que, et surtout pas que, d'accord. Surtout s'ils sont beaucoup plus réguliers, et donc de sacraliser, enfin de cristalliser, de mettre en scène très clairement et de manière très opérationnelle la posture de manager coach qui aide à faire mieux et plus vite concrètement le collaborateur, d'être à son écoute, de se synchroniser aussi pour éviter qu'il y ait une mauvaise, on va dire, compréhension d'un certain nombre de choses qui pourraient être très coûteuses et de bonne foi plus tard. Et l'autre point, c'est que ce côté évaluation, commande contrôle avec le manager dans le siège du commandeur qui va évaluer, qui va être le pouvoir de sanction, positif ou négatif, c'est complètement effectivement dépassé par rapport à la réalité du business. Et puis aussi l'attente et même la posture pas forcément facile. Moi, j'ai eu des situations d'évaluation où j'étais pas celui qui avait la meilleure connaissance finalement de ce qui avait été fait par le collaborateur parce que je n'avais pas été le client interne, je n'avais pas été impliqué directement, mais parce que j'étais entre guillemets canonisé manager, je devais donner ce feedback, cette évaluation. Donc clairement, il faut que dans le design de ces rituels, eh bien, on ouvre les contributions à des chefs de projet, à des managers fonctionnels si on est sur du matriciel par exemple.
Quatrième piste, alors la performance, oui, il faut. Bon, l'idée n'est pas de se cacher, hein, on est là pour faire des entreprises qui sont performantes avec des résultats économiques. Ça se mesure aussi par la satisfaction client, donc ça peut être très très opérationnel, hein, et donc plus c'est opérationnel, plus c'est connecté au rythme du business que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On va souvent découper les objectifs dans le temps pour pouvoir, on n'attaque pas l'Everest en se disant qu'on va le faire d'une traite. Hein. Et puis aussi, c'est la reconnaissance dans le design de ces rituels que ça doit être beaucoup plus collectif, puisque souvent la mise en œuvre de ces objectifs, de cette performance, elle est collective. Et donc il y a des contributions qui sont multiples. Et ça, il faut pouvoir le traiter. Et l'autre point important, c'est que oui, la performance, mais c'est un résultat. Et nous, ce qu'on constate dans la ritualisation plus fréquente, c'est qu'on va beaucoup plus parler des causes qui vont faire la performance, des leviers de performance, que la mesure de la performance en tant que telle. Ce qui compte, c'est pas finalement, c'est pas de savoir qu'on est à moins 22% de l'objectif ce mois-ci. Ce qui va compter, c'est la compréhension de pourquoi on est à moins 22% et comment on va agir le mois suivant pour rattraper le retard et voir dépasser les objectifs. Donc c'est vraiment, et on l'a vu dans les rituels de Décathlon, c'est de travailler sur les ressentis, par exemple, qui sont des éléments importants dans à la fois l'engagement, mais qui va se traduire par la force au travail, l'intensité de ce travail, la créativité dans le travail, le fait de trouver des solutions par soi-même, etc. Donc ça, c'était le quatrième élément. Et puis sur cette autre finalement retour d'expérience que je veux partager avec vous sur la manière de transformer. Je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Je vous l'ai dit pour l'avoir fait, on va dire pendant quelques décennies presque malheureusement, c'est que il faut vraiment que ça soit un co-design avec des managers et des collaborateurs. C'est pas un processus qui doit se designer en comité de direction ou et avec les RH experts uniquement. Il faut vraiment impliquer les premiers intéressés, les clients, on va dire, de ce rituel, et donc les managers et collaborateurs, et pourquoi pas dans des ateliers de design thinking. Voilà, c'est vraiment intéressant, et vous verrez qu'avec Zest, eh bien, on peut faire des ateliers qui sont pas seulement des design thinking sur du paperboard, mais qui sont en prototype, on va dire, le rituel, et on le teste tout de suite en live avec le téléphone mobile, avec l'ordinateur. L'autre point qui est important dans cette transformation, c'est de reconnaître ce que je disais tout à l'heure, c'est de reconnaître qu'on n'est pas obligé d'avoir one size fit all. Voilà. Il peut y avoir des invariants, des éléments clés. Par exemple, la fréquence peut être un invariant, le fait de traiter la compétence ou, bien entendu, avoir par exemple une note de performance globale ou de contribution à chaque fois, d'évaluer par le manager et le collaborateur. Ça peut faire partie des invariants. Par contre, il faut que ça s'adapte le mieux possible, et on l'a vu dans l'exemple de Decathlon avec des variantes, tout simplement, par magasin. Alors, le dernier point, c'est que si vous devez aller vite et si vous devez faire tout ça, finalement, on se rend compte que les solutions qui ont été conçues, pour être très clair, sur des rythmes et des procédures, des process un peu formels, commande contrôle, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, sont pas à l'aise, on va dire ça comme ça, pour pouvoir transformer ça et vous aider à les déployer de manière digitale rapidement et de manière effectivement totalement adaptée avec un peu ce cahier des charges qu'on a discuté. Donc ça, si vous avez compris, c'est un peu le moment pub, mais c'est pas de la pub incantatoire. On va regarder très concrètement, parce que effectivement notre croyance, c'est que les organisations, pour se transformer, pour transformer leur management, qui, comme on l'a vu, doit avoir une nature très très humaine, hein, et pas seulement sur du reporting, eh bien, il faut des nouveaux outils. Et on a l'habitude de dire que ça, c'est peut-être le meilleur couteau suisse pour cette transformation. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? On a une fonctionnalité qui est la deuxième génération de cette fonctionnalité, hein, puisqu'on avait commencé avec Decathlon une première génération, et on en a lancé une nouvelle en mars 2020, qui a pour mission évidemment d'équiper ces conversations continues pour répondre aux besoins des collaborateurs, donc d'être vraiment dans le côté si on fait réussir les collaborateurs, c'est toute l'organisation qui réussit, et puis de s'adapter au rythme du business comme je l'évoquais.
Et donc clairement, cette fonction est là pour éviter d'attendre le point le annuel pour faire justement le point. Et ça veut dire que l'entretien annuel en fait partie, mais il va être complété et on va le voir très concrètement. Alors, comment ça se passe que vous ayez un peu une vision géographique un petit peu de comment ce rituel fonctionne dans l'expérience collaborateur et manager. C'est en fait vous avez un rituel qui va être plus ou moins récurrent. D'accord. Où il va y avoir le collaborateur, et ça c'est vraiment centré sur le collaborateur. Il va être contributif, hein, il va au sens où il va répondre à son point, il va le préparer, il va faire son auto-diagnostic, hein, son auto-mise à jour, son auto-questionnement. Et ça commence toujours par là, d'accord. Tous les rituels commencent par là parce que c'est vraiment les responsabiliser et leur donner cette initiative aussi. Il va y avoir des contributeurs, le manager au premier chef, mais pas seulement, qui va pouvoir faire du feedback, réagir, contre-évaluer quand c'est nécessaire, ou simplement commenter pour apporter un conseil, une remarque, voilà, un feedback. Et on va bien sûr travailler sur des objets d'objectifs, de compétences ou de ressentis, comme on l'évoquait. Et puis il y a ce pilotage qui un peu de ces rituels qui peuvent être récurrents bien entendu à chaque niveau, hein. Le collaborateur peut suivre son portfolio et les points d'objectifs et de compétences et les points qu'il a fait avec sur les différents rituels. Les contributeurs, le manager peut voir son équipe, ou moi en tant que manager fonctionnel, je peux voir toutes les points des personnes à qui j'ai un lien fonctionnel. Et puis à un niveau un peu plus orga, je vais en tant qu'admin, en tant qu'RH, en tant que top management, pas impliqué dans les points, je vais pouvoir avoir un pilotage de ces rituels et en particulier du reporting sur des points qui sont et des questions qui sont particulièrement importantes. J'évoquais tout à l'heure la partie Zest sur l'indicateur de confiance sur l'atteinte des objectifs. Enfin, moi, j'imagine qu'aujourd'hui, dans le cockpit de direction générale ou de management opérationnel d'entité, d'avoir cette information de la confiance des équipes sur l'atteinte des objectifs court terme devrait quelque part être obligatoire. Si on ne l'a pas, comment on peut être sûr que on va réussir? C'est pas les KRO ou les effectifs qui vont vous aider. Ça, c'est le rétroviseur, on va dire, pour voir le passé déjà. L'avenir, c'est effectivement la mobilisation de vos collaborateurs et la confiance en fait partie. Alors, dans cette fonctionnalité, comment ça se passe? Enfin, vous avez les trames de conversation que j'ai évoquées, qui sont web, bien entendu, mais qui sont aussi mobiles. Et ça, c'est particulièrement important par rapport à ce que j'évoquais, où on a constaté et on constate que beaucoup de premières lignes, on va dire, ceux qui sont dans les magasins, dans les entrepôts, qui ne sont pas, ou dans les agences, qui ne sont pas, on va dire, tout le temps équipés par des processus RH comme les autres. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas de PC. Parfois, ils ont même pas d'adresse email de l'entreprise. Voilà. Et donc, on a avec Zest développé, notamment par l'application mobile, mais par d'autres moyens d'identification, par exemple des collaborateurs, de pouvoir accueillir tout le monde. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc, c'est première chose, vous allez pouvoir designer de manière très très visuelle, très personnalisée ça. Comme je l'évoquais, c'est une collaboration, donc le manager et les autres contributeurs vont pouvoir réagir à des inputs, des diagnostics du collaborateur, et ça de manière, on va dire, en fonction du rituel, hein, ça peut être, comme je l'évoquais, très 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 fréquent. Et puis vous allez avoir, en fonction de vos rôles, ce pilotage de qui a répondu, où est-ce que je dois répondre moi en tant que manager, est-ce que j'ai des taux de participation différents ou sur lesquels il y a peut-être une résistance ou des sujets en tout cas à identifier sur le déploiement de ce rituel, hein, dans cette transformation qui prend parfois un petit peu de temps, et qui tout le monde ne se met pas au garde à vous avec une fois que vous avez allumé la lumière, mais c'est des déploiements qui sont assez rapides. Là, vous pouvez monitorer et puis ce reporting que j'évoquais. Les 5 autres points importants pour que vous connaissiez bien les avantages de Zest et comment ça peut aider très, très concrètement cette transformation, c'est que, comme je l'évoquais, que c'est hyper configurable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment créer votre trame de manière très personnalisée, on l'a aperçu, mais vous allez aussi pouvoir définir les périmètres qui va être touché dans votre organisation, hein, pour pouvoir mieux cibler vos rituels. Est-ce que c'est juste les sales? Est-ce que c'est juste le département Y? Vous allez pouvoir aussi définir
les règles de définition de qui sont les contributeurs. Est-ce que c'est que le manager? Est-ce que le collaborateur peut ajouter un contributeur? C'est par exemple intéressant quand l'entreprise peut pas le savoir à l'avance, par exemple, quand elle crée un rituel. Et c'est le collaborateur qui dit, bah moi, mon chef de projet ou mes clients internes, c'est un tel, et je les ajoute pour pouvoir faire en sorte que ça soit eux qui soient mes contributeurs à mon point. Et vous pouvez faire plusieurs rituels dans une organisation de manière ciblée. Hein, donc, il peut y avoir des rituels qui sont déployés à tout le monde, et puis d'autres qui le seront en fonction d'événements. Donc ça, c'est des one shot ou en fonction, eh bien, d'une personnalisation qu'on a évoquée. Et là, tous les rituels sont possibles. Je vous ai listé quelques rituels qu'on a déjà vus dans l'usage de cette fonctionnalité depuis mars. Il y a les check-ins réguliers, les points. Il y a les entretiens annuels ou semestriels. Il y a l'entretien professionnel. Donc là, on est clairement dans les obligations. Il y a aussi les cadres au forfait, hein, qui est une autre obligation d'avoir un entretien particulier. Il y a bien entendu les événements clés d'onboarding et d'offboarding. Ça peut être les points de télétravail. Hein, après des mois de télétravail un peu obligatoire, ça peut être le bon moment de dire ok, on fait un point sur comment ça se passe le télétravail, comment notre communication se passe, est-ce que on peut l'améliorer parce que ça va durer, etc., etc. Et par exemple d'autres choses qui peuvent être des points de pilotage. Il y a des transformations dans les organisations. Vous pouvez faire un rituel où où le manager ou les managers d'entités, par exemple, vont discuter avec les directions de la transformation pour pouvoir faire le point d'avancement régulier tous les mois, tous les trimestres d'une transformation, par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup d'usages qui sont possibles et qui peuvent être adaptés au contexte, aux besoins. Et donc on voit bien qu'un des enseignements, c'est que l'entretien annuel enfin, en fait, c'est des entretiens qui sont intéressants à déployer pour encore répondre aux besoins des collaborateurs et des managers. L'idée n'est pas de profiter à profusion excessivement et de multiplier les points qui n'auraient pas une utilité. D'où l'intérêt de faire le co-design comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'était cette partie un petit peu présentation que je voulais vous faire. Merci hein, d'avoir été attentif. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais regarder s'il y a des questions. Je serais déçu, je vous préviens, si j'ai pas de réaction de questions. Mais c'est pas tellement mais voilà, pour essayer de réagir à votre situation. Hein. N'hésitez pas à donner des cas. Voilà, on peut échanger, on peut échanger là-dessus. Je sais pas, est-ce que vous avez par exemple engagé chez vous déjà ces transformations? Est-ce que vous pensez plutôt faire du remplacement, donc supprimer l'entretien? Est-ce que vous prévoyez plutôt de le faire, de le compléter? Voilà. Comment vous avez réagi aussi au retour d'expérience de trois entreprises vraiment très différentes, hein, EDF, Decathlon et Zest? Voilà, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas de questions, je pense que ça serait vraiment, vraiment très intéressant de nous contacter juste pour en savoir un peu plus et de se projeter et un peu par rapport à vos contextes, vos enjeux, pour que vous ayez une réponse. Ça n'engage à rien, comme on dit, mais par contre, ça peut être très utile parce que, comme je l'évoquais en introduction, la plateforme, elle brûle vraiment et il faut vraiment transformer l'entretien d'évaluation et plus globalement, comme on l'a évoqué, les rituels de management de votre organisation pour pouvoir l'aider à passer la crise, à rebondir et puis à mieux, quelque part, impliquer, engager vos collaborateurs sur la durée. Voilà. Alors, je regarde. Est-ce que toujours pas de questions, a priori. Euh... Alors j'ai une question effectivement sur le fait quelque part de mettre en place ces rituels par rapport aux besoins de maturité de l'organisation. Merci Pascal pour cette question. Alors ce qui est intéressant, c'est que concrètement cette transformation, il faut un peu la rythmer, il faut la mettre en scène. C'est-à-dire que il y a beaucoup de possibilités, comme j'évoquais tout à l'heure, dans Zest, avec des choses qui peuvent être assez révolutionnaires, on va dire ça comme ça, dans certains contextes. Bien entendu, la vraie mauvaise idée serait de dire, bah, c'est simple, chez Zest, il faut
en chrono 30 minutes pour designer un nouveau rituel, et ben on va les faire rapidement et puis on va les entre guillemets les lancer, les balancer presque et ça va changer. Non, il faut du temps. Deux, n'hésitez pas adapter vos trames concrètement sur les entretiens en les laissant un peu traditionnels. Hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait reproduire la très très grande majorité des trames d'entretien existantes. Donc ça, il y a très peu de cas qu'on n'a pas su traiter. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des trucs très sophistiqués sur les pourcentages d'objectifs par rapport au calcul de bonus. Là, on n'est pas très à l'aise. Mais par contre, commencer peut-être simple, commencer en impliquant les collaborateurs. Donc c'est eux qui vont quelque part, et managers, c'est eux qui vont designer ce qu'ils sont prêts à faire dans au moins une première itération. Donc vous inversez la question en fait. Ne portez pas cette responsabilité. Et par exemple, vous parliez du 360, c'est pas nécessaire de tout de suite ouvrir les contributeurs. Vous pouvez faire un rituel qui ne concerne que le manager, par exemple, en tant que contributeur, et petit à petit d'ouvrir éventuellement à d'autres rituels, peut-être plus ponctuels, qui vont compléter cette transformation. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce couteau suisse, en fait, eh ben, on l'a tous dans la poche, mais voilà, on n'est pas tous des grands explorateurs ou des grands aventuriers. Pour autant, il a une utilité, y compris dans ma cuisine. Donc, voilà, pas à pas, en fonction de où est-ce que vous en êtes dans votre maturité. Et donc oui, oui, l'appropriation de l'outil, Karen, elle est clé. C'est pas parce que on va dire je vous présente ça comme étant, on va dire finalement simple. C'est parce qu'il faut 30 minutes pour configurer un rituel qu'il faut 30 minutes pour un manager ou un collaborateur pour complètement se sentir bien à l'aise dans finalement ce rituel. Là, il y a la partie outils, ok, mais ça c'est la pointe émergée de l'iceberg très clairement. Ce qui va être important, c'est est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'y vois un intérêt? Est-ce que je me sens à l'aise pour faire l'exercice? Et c'est pour ça typiquement que dans la mise en place des rituels, on recommande vraiment très fortement, non seulement d'impliquer des managers dans le design de ces rituels, mais aussi de faire une vraie session de formation avant le lancement du premier rituel, et pas une formation outil, hein, mais une formation management en action, on va dire ça comme ça, où l'outil est présent, mais où on va revenir sur des basiques, des fondamentaux, des choses importantes, parfois des choses nouvelles de management pour c'est pas toujours facile, si ça n'a jamais été fait, de parler du ressenti. Hein, quand on a une question sur l'équilibre vie perso, vie professionnelle, qu'on l'a tous les mois et pas tous les ans, ou dans un baromètre global statistique qui met 6 mois à redescendre, eh bien, comment moi, en tant que manager de proximité, je gère la chose. Donc ça, c'est vraiment un chose. Il ne faut pas hésiter à avoir une conversation et puis donner quelques conseils. Et c'est aussi pour ça aussi qu'on recommande un deuxième dispositif d'accompagnement, c'est dans la durée, de faire du co-développement, en tout cas d'avoir des moments de conversation entre managers pour qu'ils partagent leur retour d'expérience et qu'on identifie dans l'organisation des bonnes pratiques qu'on diffuse. Et là-dessus, on peut bien sûr en partager certaines. Merci Laurent pour ton témoignage. Alors effectivement, la discussion sur, est-ce qu'on garde les objectifs, comment on les traite. Alors ce que l'on voit en termes assez généraux, souvent, fréquemment, ce ne sont pas les mêmes objectifs dont on parle en fait. Il y a les objectifs annuels qui restent, qui sont ceux qui vont être bien sûr vus au cours de l'entretien d'évaluation annuel. Mais la conversation plus fréquente, elle, va se reposer sur des objectifs, on va dire, intermédiaires ou complémentaires, qui vont, alors, assez logiquement quand même être alignés avec les objectifs annuels. Donc c'est un petit peu de la décomposition, on va dire ça comme ça, et quelque part le plan d'action pour y arriver à chaque étape, à chaque itération. Et donc voilà, il y a des objectifs dans les objectifs, dans les rituels fréquents, souvent ce sont pas les mêmes objectifs, mais plutôt des sous-objectifs, en tout cas des objectifs intermédiaires qui sont particulièrement utilisés. Voilà. Alors bien entendu, quand je suis un sales, si j'ai un quota de chiffre d'affaires à faire sur l'année, c'est tout à fait intéressant quand même de voir la progression régulièrement. C'est clair que au début de l'année, je serai peut-être qu'à 10%, 15% et que ça va progresser. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors après, est-ce qu'on enlève les objectifs? Est-ce qu'on enlève toute discussion dans les objectifs, dans les rituels?
moi personnellement, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce qu'ils sont très opérationnels, comme je l'évoquais, parce que voilà, c'est l'intérêt aussi, et c'est la mission quelque part du collaborateur de les atteindre et d'une équipe de les atteindre, quitte à créer des rituels où on sanctuarise quelque part et on ne discute pas de performance, on discute comme on l'a fait avec le point semestriel chez nous, ce qui traite la carrière et les compétences. Voilà, et non pas dans les points réguliers un peu plus orientés opérationnels. Alors je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah non, je crois que j'ai plus d'autres questions. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire un feedback dans le chat si vous a intéressé. De toute façon, comme je vous l'ai dit, l'équipe est vraiment à votre disposition, et vous allez peut-être y passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure, mais ça, c'est vraiment du très fort retour sur investissement par rapport à ces problématiques qui sont essentielles. J'ai d'autres questions. Alors, les objectifs dépendent de l'activité et de la personne, en fait. Je pense que dans les points réguliers, par exemple, ce qui est important, c'est qu'il faut que les objectifs donnés soient des objectifs qui sont réalisés, sur lesquels le collaborateur est non seulement, on dire, un peu contributeur, il faut qu'il le soit beaucoup, voire même qu'il en est responsable. Voilà. Par exemple, la marge, s'il y a d'autres contributeurs et d'autres choses, sauf pour bien sûr un rôle de management qui va avoir plusieurs leviers. Voilà, faut être attentif à ça. Ça, je pense que vous le savez. Sur les objectifs de compétences de développement, alors on y travaille, il y a des nouveautés qui vont arriver là en fin novembre, si tout va bien, où vous allez pouvoir effectivement préciser, pour ceux qui connaissent Zest, l'utilisation des compétences. Et là aussi, effectivement, on dit bah, les compétences, c'est bien de les définir concrètement, comme les objectifs, c'est important de définir concrètement et de définir peut-être des étapes pour y arriver, et donc de les rendre. Ouais, faut être clair si c'est par exemple on veut un niveau expert ou un niveau entre guillemets novice. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être à ce niveau de compétences? Ça se matérialise comment? Je sais, voilà, je suis autonome sur ça, et je le démontre parce que je l'ai déroulé complètement, où j'ai un niveau de satisfaction qui démontre que j'ai bien géré mon projet, si c'est une compétence de gestion de projet, par exemple. Euh, Effectivement, et dans les éléments de discussion sur les rôles de chacun, enfin, c'est là où la fréquence va aider à synchroniser l'équipe. Peut-être que le mois prochain, David, il contribuera un peu plus à ça et il va aider un peu plus quelqu'un d'autre dans l'équipe, parce que c'est ça un peu la priorité conjoncturelle, et peut-être que David a besoin d'aide, ça c'est pour développer sa compétence, ou peut-être il a justement une expertise qui va aider, ou une expérience, ou même une contribution qui va plus particulièrement aider une autre personne. Donc c'est là où le côté collectif des objectifs qui doit être mis à jour, eh bien, va se faire concrètement comme ça. Ah tiens, il y a David qui a cette expérience, bah, je vais te le mettre dans ton plan d'action de développement de cette compétence. Tu vas aller le voir, il va te faire un mentoring, ou ah tiens, pour atteindre ce chiffre d'affaires, il faut que tu travailles avec le marketing, avec Marie du marketing, pour pouvoir faire en sorte de faire une campagne spécifique. Donc ça va être, c'est la vraie vie, quoi. Voilà. Donc ça doit se mettre à jour très très concrètement et au fil de l'eau. Alors Constance, tout à fait. Il faut qu'ils soient les objectifs, il faut qu'ils se mesurent, et ça c'est clé. Et dans la méthode OKR donc qu'on utilise, c'est un des points clés. Il y a les objectifs qui sont pas forcément mesurables, c'est plutôt vraiment des intentions, on va dire. Et puis après, il y a les key results. Et bon, le pragmatisme des anglo-saxons, hein, c'est que bah, c'est écrit dans le texte, hein, c'est des résultats. Voilà. Et donc, ça doit être juste mesurable, quoi. Voilà. Et donc, c'est le vieux SMART avec le temporisé, le mesurable qui ressortent. Voilà.
Bah voilà, écoutez, si je vous propose d'en rester là pour l'instant, et puis j'espère qu'on entendra parler de vous bientôt. Donc n'hésitez pas encore à nous solliciter. Et voilà, rappelez-vous que bah, quelque part on est tous des pionniers et que on va, on va petit à petit essayer finalement de transformer nos organisations pour qu'elles soient plus performantes et épanouissantes. C'est une belle mission. Et j'espère qu'on sera à vos côtés. Merci à toutes et tous. Merci pour vos questions. C'était très sympa. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas à aller voir les précédents webinaires. Il va y avoir d'autres webinaires à venir. On est en train de préparer d'autres webinaires, notamment avec des retours d'expérience des clients notamment que j'ai cités. Il y a celui de Dev qui est déjà disponible, celui de Decathlon on devrait venir prochainement. Et à très bientôt. Au revoir. Et oui, il y aura le replay. Voilà, juste ah oui, merci Viviane, tu le disais, Viviane qui travaille au marketing. Voilà, préciser qu'il y aura un replay que vous pourrez, pourquoi pas, diffuser à des personnes que vous connaissez, qui pourraient être intéressées par ces sujets. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.